Bonsoir à tous. Comme on s'est dit aujourd'hui, nous allons travailler un peu sur quelques notions en cartographie et aussi identifier, faire un peu une présentation ou encore prise en main de l'application QGIS qui nous permettra de produire nos cartes à l'avenir. Et dans cette présentation, nous allons, pour les notions en cartographie, nous allons d'abord définir les termes cartographie et carte, présenter une brève historique sur la cartographie, dérouler les principes de la cartographie afin d'amorcer la notion d'information géographique pour mieux décrire à la langue dans une autre thématique, l'analyse spatiale, les fondements de l'analyse spatiale. Pour ce qui concerne la cartographie, on entend par cartographie, selon Lacoste 2003, La carte, la cartographie est un ensemble des opérations ayant pour objet l'élaboration et l'édition des cartes. Richter 2014, quant à lui, définit la cartographie comme ayant pour objet, pardon, quant à lui définit la cartographie à la fois comme une science et une technique, l'art de réaliser et d'utiliser les cartes. Il s'agit d'une science qui se construit avec le temps au fur et à mesure que les sociétés humaines ont ressenti le besoin de spatialiser leur environnement ou leur cadre de vie sur des supports d'une part, et au fil des avancées techniques et technologiques dans le domaine tel que la géodésie, l'altimétrie, la topologie ou le transport. Longtemps associée presque exclusivement à la géographie, la cartographie s'est au fil du temps constitué une certaine personnalité grâce à l'évolution à la fois de ces objets, de ces techniques et des supports cartographiques pour devenir de nos jours une science de laquelle découle un certain nombre de métiers à part entière. Pour ce faire, un bon cartographe doit maîtriser non seulement l'histoire, les aspects scientifiques et techniques de la cartographie, mais également mettre en œuvre des compétences artistiques et d'analyse spatiale afin de représenter le plus objectivement possible les éléments qui s'organisent tant dans l'espace physique que virtuel. Il est donc tout naturellement question dans le cadre de ce cours d'insister sur l'histoire, les principes de la cartographie, l'histoire, les principes de la cartographie et essayer aussi de brosser quelques notions sur sur l'analyse spatiale. Ainsi, nous abordons le thème de carte, à savoir la carte géographique, qui est un document qui présente les particularités ou mieux les éléments étudiés dans une zone géographique. On peut ainsi dire que la carte géographique est une représentation d'un espace mettant en valeur l'étendue de cet espace, sa localisation relative par rapport aux espaces voisins, ainsi que la localisation des éléments qu'il contient. En dehors de la carte géographique, nous avons aussi des cartes thématiques. Une carte thématique est une carte qui représente sur un fond un repère topographique ou autre des phénomènes localisables de toute nature.
Cette carte thématique illustre la répartition spatiale des données relatives à un ou plusieurs thèmes particuliers, les secteurs géographiques choisis. Ainsi, présenter les différentes définitions, nous allons essayer un peu de voir brièvement l'historique même de la cartographie, si on n'a pas de questions jusque-là. Déjà, il faut savoir que si la cartographie est égale à la représentation de l'espace, alors elle existe au moins depuis la préhistoire, notamment en Espagne, territoire de Sache en Mésopotamie, cadastre sumérien, en Turquie, un possible plan de ville, mais la première carte reconnue du monde est babylonienne. C'est ce que ce que nous voyons là, les prémices de la cartographie, avec cette tablette babylonienne qui date d'environ 600 ans avant Jésus-Christ en Irak actuel. Cette tablette babylonienne permet de façon générale, présente deux objectifs plus précis, à savoir représenter et transmettre les connaissances sur les terres appropriées, exploitées, enregistrer les propriétaires des terrains et prélever les impôts. Donc, nous voyons un peu ici déjà l'origine même de la cartographie qui date depuis plus de 600 ans avant Jésus-Christ avec des objectifs bien précis, la représentation et la transmission des connaissances sur les terres, l'enregistrement des propriétaires des terrains et prélèvement des impôts. À l'Antiquité, par contre, il n'est plus seulement question de représenter. L'accent est désormais mis sur la localisation et le dessin des formes aux limites des territoires reconnus. En dehors des supports matériels, les cartographies babyloniennes, égyptiennes, puis gréco-romains ont enrichi la connaissance des lieux par la mobilisation d'écrits détaillés sur les territoires. Grâce à tout ce qui précède, on pouvait désormais citer et situer avec précision un lieu, s'orienter aisément lors de voyages, informer sur la situation ou l'organisation des paysages qu'on peut rencontrer. Il y a aussi la proposition des différentes théories sur la forme de la Terre. Cette proposition des différentes théories sur la forme de la Terre va se caractériser par la proposition de Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, proposition de Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui estimait, la proposition de Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui estimait que la Terre était un disque. Par contre, Thalès, qui vient au 5e siècle avant Jésus-Christ, pensait que la Terre s'apparentait à un disque flottant sur un océan immense. Aristote, lui, vient au 4e siècle, toujours avant Jésus-Christ, et vient estimer que la Terre était ronde au centre des sphères célestes emboîtées. Pour Galilée, la Terre tourne autour du Soleil, tourne autour d'elle-même, d'où la rotondité de la planète Terre. Alors, après avoir pris ces différentes propositions de la forme de la Terre, immédiatement d'autres penseurs vont donc présenter leur vision concernant la cartographie, d'où la contribution des cartes à la gestion ou encore à l'usage humain. Ainsi, Anaximandre de Milet propose l'une des premières cartes du monde scientifique. La carte au contour bleu clair, à savoir, nous avons là d'une part l'Europe, la Libye,
l'Asie. Pour Anaximandre, après avoir proposé, pardon, cette première carte du monde scientifique, Hécate vient renchérir cela au 5e siècle avant Jésus-Christ en reprécisant la carte d'Anaximandre et proposer une seconde carte, de la deuxième carte avec un petit fond bleu, verte, pardon. Érastotène, quant à lui, il vient au 3e siècle avant Jésus-Christ pour se fonder sur des écrits de voyage qu'il va retranscrire graphiquement pour construire les parallèles et les méridiens. Il réalise aussi le premier calcul des dimensions de la Terre avec une précision exceptionnelle. C'est ce qui nous permet donc, c'est grâce aux travaux d'Érastotène aujourd'hui que l'on peut faire des calculs de coordonnées géographiques, d'identifier facilement des coordonnées géographiques sur une carte à travers les modèles de projection définis en se servant des types d'ellipsoïdes et du géoïde qui nous aident aussi. Oui, des questions? Ok, merci. Nous allons passer à la diapositive suivante. Nous revenons donc, après avoir présenté les prémices de la cartographie et la cartographie antique, nous allons essayer aussi de voir ce que la cartographie moderne nous présente. L'amorce des nouveaux paradigmes et l'amélioration des supports cartographiques. La cartographie moderne s'amorce plus ou moins entre le 18e et le 19e siècle suite à l'intérêt qu'elle développe pour le nouveau paradigme, à savoir l'urbanisation, l'économie, le développement durable de façon générale, mais aussi suite à l'amélioration des supports cartographiques. Au XXe siècle, les cartes deviennent plus communes du fait de la baisse du coût de l'imprimé, de la démocratisation des voyages grâce aux avancées dans le domaine du transport. Ainsi, on accorde donc dès lors une attention particulière aux dimensions spatiales des phénomènes sociaux, politiques, des dimensions sociopolitiques et économiques, à savoir la mondialisation et la géopolitique. Des questions? Ok, rien. Non, non, pas de questions. C'est juste Hmm. un participant qui vient de rentrer dans la salle. Ok, ça marche. En dehors de l'amorce des nouveaux paradigmes, nous avons aussi l'introduction de la sémiologie graphique dans la pratique de la cartographie. Un autre pas important de la cartographie moderne est l'introduction de la sémiologie graphique. Selon, il s'appelle encore qui là? Selon Jacques Bertin, elle consacre l'essor d'une cartographie de plus en plus thématique et encore plus efficace. À partir des années 1990, la cartographie épouse donc une option beaucoup plus automatisée et numérique, à savoir cartographie assistée par ordinateur. Et plus tard, elle implique dans sa démarche les systèmes d'information géographique que nous avons déjà vus dans le module 0, la télédétection que nous aurons l'occasion de voir lors des prochaines séances si cela s'organise, et aussi une amélioration de ces outils à partir des années 2000 contribue à l'ouverture d'un flanc qui donne actuellement plus de crédibilité et d'efficacité à la cartographie, faisant d'elle un important outil d'aide à la décision. Parlant donc de l'introduction de la sémiologie graphique, nous voyons là dans notre présentation sur l'image, cette petite image-là à côté, nous avons des natures de données, des types d'implantation,
qu'elles soient ponctuelles, linéaires ou zonales. Dans la nature des données, nous avons qualitative, quantitative, nominale, ordinale, relative, absolue, avec des différentes figurines utilisées pour une représentation cartographique. Il faut noter que tous ces différents modèles de représentation sont utilisés par le cartographe pour transmettre une information, qu'elle soit qualitative ou quantitative, d'ordre nominal, ordinal, relative ou absolue. De toutes les façons, l'information sera transmise avec une bonne utilisation et sur des thèmes aussi bien précis. Après en avoir fini avec cette brève historique, nous allons voir ce que la cartographie nous exige comme principe, à savoir les méthodes de projection et de représentation cartographique, la transposition graphique, la simplification, la sélection, la schématisation, l'harmonisation des éléments à représenter. La cartographie est une représentation géométrique plane, simplifiée et conventionnelle de tout ou partie de la surface terrestre, et cela dans un rapport de similitude convenable qu'on appelle échelle. Selon Joly, 1976. Partant donc de la forme de la Terre, à savoir le géoïde, l'ellipsoïde de révolution, aplati aux deux pôles, sa représentation géométrique plane suppose l'adoption d'une méthode de projection précise. Cette projection suppose, au point de vue pratique, deux types d'activités, à savoir la transposition graphique de l'ellipsoïde sur un plan. Après ça, la simplification qui sous-tend à la fois la sélection qualitative ou quantitative des éléments, barres données à représenter, la schématisation, l'harmonisation des éléments à représenter en fonction du but de la carte, de son thème, de son échelle et des particularités de la région cartographiée. La carte requiert ainsi des éléments importants sans lesquels une carte ne saurait être ni utile ni valable. Jusque-là, si tout va bien, nous progressons. Ici, nous voyons, avant d'avancer, nous voyons déjà ici, sur ce chemin, nous regardons là des itinéraires définis à la base, des itinéraires déjà simplifiés. Nous partons par la donnée de base, la donnée d'origine et l'information simplifiée. Ici, ça part du traitement des données afin de pouvoir avoir une information fiable et nette à représenter. Parce qu'il arrive souvent qu'on a des piles de données, on nous demande de représenter ces données-là sur une carte. Alors, il va falloir passer par un traitement. Et c'est ce traitement-là qui nous est permis de quitter des points à retirer pour avoir des points déjà simplifiés. Les principes de la cartographie, toujours maintenant, les différents éléments d'une carte. Il faut savoir que sur une carte, tous ces éléments représentés doivent sortir. Tous ces éléments doivent sortir. Maintenant, la réalisation des cartes dépend aussi du demandeur. Je prends un exemple. Si je fais une carte des opérations de terrain et que le demandeur me demande de ne pas mettre la légende parce que ça doit être confidentiel, uniquement les gars qui y travaillent qui doivent avoir des informations, je peux retirer la légende. Il peut me demander aussi de retirer le carton parce que ce n'est que cette carte ne concernera que une équipe bien fixe.
Et cette équipe aura ces informations-là qui ne figureront pas sur la carte à côté. Mais par contre, pour toute carte, il faut vraiment que ces éléments-ci y figurent, à savoir le titre qui donne déjà un résumé de ce qui se ressort sur la carte, une légende qui informe au lecteur les différents éléments qui sont sur la carte, l'orientation au nord. Ici, cette orientation me permet de savoir, permet de mieux situer notre carte dans le globe de façon générale. Une source. La source ici, c'est d'où proviennent nos données. Les données représentées c'est sur la carte, on les a obtenues où, comment, si possible, les donner les sources de provenance et aussi l'échelle de la carte, un élément très capital et très important pour une carte. On peut omettre sur, on peut omettre d'autres éléments, mais l'échelle, vraiment, faut même pas commettre cette erreur-là. Pourquoi? Parce qu'avec l'échelle de la carte, l'on peut effectuer des simples calculs pour localiser exactement une information sur cette carte, prélever même les coordonnées de cette information et pouvoir s'y rendre ou encore pouvoir faire ou mener d'autres activités qu'on souhaiterait le faire. En dehors donc de cette échelle, nous avons des coordonnées cartographiques ou géographiques. Ici, il s'agit d'ajouter une graticule. Il s'agit d'ajouter une graticule à notre carte pour pouvoir savoir exactement les différents découpages de grilles de coordonnées et de faciliter le, le repérage ou encore la localisation de l'information à travers déjà l'échelle qui nous permettra d'effectuer un calcul facile. On aura aussi besoin d'un carton. Bon, il y a certains cartographes qui négligent ce volet-là, l'utilisation du carton. Il y a certains cartographes qui négligent cela. Le carton, c'est quoi? Le carton, c'est une petite carte réalisée et placée dans la plupart des cas en haut à gauche de notre carte à utiliser et qui permet de localiser de façon globale notre petite zone de, notre petite zone de travail. Je prends un exemple. Si je veux faire la carte du parc national de Binder-Léré, par exemple, mon carton ici va porter d'abord sur le Tchad. Je vais d'abord faire sortir une petite carte du Tchad. Après, je fais ressortir encore une autre petite carte de la province dans laquelle se trouve le parc national de Bindel-Léré, à savoir le Gon, pardon, Mayo-Kébi-Ouest. Maintenant, dans Mayo-Kébi-Ouest, s'il y a un département, si on peut aller encore plus précis dans un département, je refais encore un petit carton de découpage, ce qui me fera exactement trois cartons différents qui sera situé à gauche, en haut à gauche de ma carte de Binder-Léré. Ce qui facilite donc la lecture, la localisation de notre zone de travail. Dans les pratiques, nous allons le voir comment ça se passe et y est appliqué. Maintenant, le cadre ici, c'est comme tout autre cadre qu'on essaie un peu de faire peut-être dans nos tableaux, les plans ou encore des photos. On essaie un peu de mettre des limites en bordure noire. Je ne sais pas, ça peut être noir, ça peut être bleu, ça dépend aussi des préférences de tout un chacun. Ça permet juste de faire une différence entre notre zone de travail et le fond, le fond de format utilisé. Le réalisateur ou le concepteur, ici, il faut toujours mentionner en bas de la carte, après avoir fini,
de réaliser la carte. Avant l'édition, il faut intégrer toujours le nom du réalisateur ou le concepteur et aussi la date, néanmoins le mois de réalisation pour faciliter de remonter ou encore pour faciliter la mise à jour de cette carte-là. Si on réalise une carte avec des données bien précises au mois d'août, par exemple, et qu'après 6 mois, on veut retravailler sur ces mêmes données, on verra que non, la dernière carte a été travaillée au mois d'août, alors il va falloir faire la mise à jour à partir d'août jusqu'au mois dans lequel nous serons en train de travailler notre prochaine carte. Donc voilà un peu pour ce qui concerne les différents éléments de la carte ou d'une carte. Après ça, je crois que s'il n'y a pas de questions, on va directement passer sur la prise en main de l'outil QGIS 2.18. Je vais partager l'écran de mon application QGIS 2.18. OK, pour ceux qui ont déjà l'application installée, on peut continuer pour d'aucuns qui n'en ont pas. Ils auront l'occasion de l'installer après ou encore de nous rattraper. Déjà, pour la première fois que vous allez installer votre application QGIS est lancée, vous n'aurez pas cette même interface. C'est ce qu'il faut d'abord savoir parce que ma page est un peu développée ça en ajoutant certains outils de travail qui me permettent dans mes productions cartographiques. Comme je disais, la page ici, à chaque lancement de QGIS, vous avez un projet à créer. Pour une première fois que vous lancez QGIS, ça s'ouvre automatiquement comme ça, sur la page vide, blanche comme vous voyez là. Là, le projet est créé de façon automatique. Il va donc falloir enregistrer votre projet afin qu'il puisse être sauvegardé quelque part et lorsque vous aurez besoin de l'utiliser à chaque fois ou d'y travailler dessus à chaque fois, d'aller d'un clic, revenir et faire le travail qui se doit. Donc, nous allons voir le premier menu, la barre de menu qui est là en haut. Nous allons dérouler cette barre de menu-là et voir les différents éléments qui y sont et essayer aussi de présenter leurs utilités. Il faut aussi comprendre ici, c'est notre espace de travail, le blanc-ci, notre espace de travail. Nous avons à gauche de l'écran la fenêtre des couches. Toutes les couches qui seront appelées dans l'application QGIS sont déposées ici dans cette fenêtre-là et qui nous permet de faire une superposition et de la réalisation de notre carte plus facilement. À droite, c'est aussi, comme je disais, une configuration que je l'ai faite. Vous pouvez ne pas avoir besoin de ça, les supprimer. Moi, j'ai décidé de mettre la boîte à outils ici pour me faciliter le travail. Et cette boîte à outils contient tous les outils nécessaires dans l'analyse spatiale, dans les petits calculs, à savoir même la modélisation et tout qu'on sort ici. Et puis, nous avons aussi une autre fenêtre qui présente le style des couches en bas. Alors, sans toutefois tarder, nous allons partir dans Projet pour voir ce qui est là-dedans. À l'intérieur, le menu Projet, quand on déroule, on trouve le nouveau projet. Lorsqu'on veut créer un nouveau projet, ouvrir un projet, CTRL-O raccourci. Lorsqu'on veut ouvrir un projet existant. Un petit rappel ici, lorsque vous avez déjà créé un projet et que vous l'avez enregistré dans votre base de données et que vous avez travaillé là-bas et refermé, vous revenez le lendemain pour travailler sur ce projet. Dès que vous lancez l'application de QGIS, le projet sera affiché dans votre interface. Vous aurez juste besoin de double-cliquer là-dessus pour pouvoir l'ouvrir et travailler sur ça. Maintenant, c'est quand vous voulez passer de ce projet à un autre projet que vous êtes obligé de passer maintenant par
ce sous-menu projet, ouvrir un projet. Vous pouvez aussi ouvrir un projet depuis un modèle, si vous en avez, enregistré dans votre base de données. Vous pouvez aussi ouvrir un projet depuis un projet récent. Comme vous le voyez, par exemple, mon cas, j'ai quelques projets récents qui sont là. Nous avons projet cartographique, toujours la mise en page, carte paysage Nord Cameroun. Nous avons une autre mise en page ici. Nous avons un autre projet aussi, la synthèse lab. Vous pouvez enregistrer votre projet facilement en cliquant sur enregistrer ou encore enregistrer sous. Attention, entre enregistrer et enregistrer sous. Pour une première fois que vous enregistrez votre projet, quand vous cliquez simplement sur enregistrer, l'application qui juste enregistre votre projet dans la base de données par défaut qui se retrouve dans le disque C. Le disque C, là où vous avez installé l'application QGIS. Ça s'enregistre automatiquement par défaut là-bas. Maintenant, si vous voulez réorienter l'enregistrement de QGIS, au lieu de cliquer sur enregistrer, pardon, vous venez plutôt sur enregistrer sous, vous choisissez un dossier dans votre ordinateur et vous l'enregistrez là-bas. Là, ça vous facilite de retrouver cela. Après ces deux modes d'enregistrement, vous pouvez aussi enregistrer votre projet comme image. Et là, quand vous l'enregistrez comme image, ce projet ne sera plus exploitable de façon, en fait, ne sera plus réédité, en fait. Quand vous l'enregistrez sous forme d'image, c'est pour utiliser l'image à d'autres fins. Mais vous ne pouvez plus rééditer cela pour pouvoir continuer votre travail si jamais vous voulez continuer avec. Vous pouvez aussi exporter le projet là sous un autre format. Et la partie qui nous intéressera encore dans ce travail, oui, je vois votre message. Est-ce que l'application peut être utilisée sur le web ou il faut forcément la télécharger? Oui, il faut télécharger l'application et l'installer dans votre machine pour pouvoir travailler avec. Par contre, il y a des systèmes de gestion de bases de données qui travaillent sur le web, qu'on fait le lien avec l'application. Mais pour le cas de QGIS, il faut absolument télécharger et l'installer d'abord dans votre machine avant Ok, de l'utiliser. Mhm. ok. J'ai une autre question. Allez-y. Vous étiez en train de dire que si on sauvegarde notre travail sauvegardé comme image, on ne peut plus travailler dessus. Et donc, je me dis maintenant, si on veut ajouter quelque chose un peu plus tard, ça veut dire qu'il faut recommencer depuis le début. Et justement, c'est pourquoi il ne faut pas sauvegarder ça sous forme d'image. Il faut plutôt enregistrer sous pour Oh, pouvoir ok. l'utiliser et le rééditer. Parce que quand vous sauvegardez sous forme d'image, c'est comme si vous avez déjà fini le travail et que c'est le produit que vous en avez besoin, vous l'enregistrez. Ça, c'est un autre moyen d'enregistrer, d'exporter la carte déjà finie. Parce qu'à partir de l'interface de travail, on peut aussi ajouter la grille de coordonnées, on peut ajouter la légende, les différents éléments d'une carte que nous avons vu tout à l'heure. On peut l'ajouter à partir d'ici sans passer par la mise en page et enregistrer cela comme image. Là, c'est déjà le produit fini en fait. Hmm, je vois. Et donc, quand on dit, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps, enregistrer sous et enregistrer comme image? Est-ce que les deux peuvent se faire? C'est-à-dire que ce que j'aurais enregistré comme image, je ne pourrais plus l'utiliser, mais si j'ai le même projet d'enregistrer sous, je peux toujours y apporter des modifications. Exactement. Vous pouvez faire les deux. Ok, Exactement, c'est possible. C'est merci. bon? Oui, merci. D'accord. Entre-temps, on était à quel niveau? On s'est arrêté au niveau de propriété du projet. C'est là où je dis ça devient un peu intéressant au niveau de propriété du projet. Je vais entrer un peu plus en détail à l'intérieur.
La dernière fois, on avait eu à échanger un peu sur les projections, le système de projection qu'on peut choisir pour notre travail cartographique. On disait que cela dépend vraiment des différentes zones dans laquelle nous souhaiterons travailler. Et il y a aussi cette découpage-là qui est importante à prendre en compte. Donc, pour la première fois, lorsqu'on crée notre projet, il faut automatiquement définir la projection. Et la projection, comme vous venez de voir, au niveau de propriété du projet, on parle d'un projet, propriété, les propriétés du projet. Nous avons donc, au niveau du SCR, le système de coordonnées de référence. Déjà en haut, on voit activer la reprojection à la volée du système de coordonnées de référence. Cette activation à la volée permet de superposer n'importe quelle couche qui a une projection différente. Des couches, en fait, qui ont des projections différentes. L'autre peut être en UTM, l'autre peut être par défaut WGS 82, l'autre peut être en WGS 72, l'autre peut être encore en Vichy-Lévy 1912. Toutes ces couches qui ont des projections différentes peuvent se superposer facilement en activant la projection à la volée, en activant là en haut la projection à la volée. Ça ne prend en compte aucune projection possible. Maintenant, pour être plus précis dans notre travail et produire des données fiables avec une géolocalisation précise, il faut donc choisir le type de projection qui va avec. Je prends un exemple. Nous sommes dans la zone, précisément actuellement, je suis dans la zone de Mayo-Kébi ouest, dans la zone de Mayo-Kébi ouest. La projection en UTM de la zone de Mayo-Kébi ouest est de WGS 84 UTM zone 33 nord avec, avec son code SIRD 32633. Ici, quand je projette toutes mes couches, quand je vais projeter toutes mes couches avec cette projection, je vais pouvoir refaire mon travail facilement. Les calculs mathématiques vont passer de façon encore plus facile et on aura donc une localisation avec une précision, une parfaite précision. Voilà un peu pour ce qui est des propriétés de notre projet. On peut aussi, dans cette propriété-là, faire une identification des couches. Ici, c'est lorsqu'on a déjà intégré les différentes couches. On vient dans l'identification des couches pour essayer un peu de voir ce qu'il faut modifier ou pas sur chacune de ces couches. Au niveau des projections, on est clair, il y a des interrogations. OK, pas de silence, bonne nouvelle. Bon, toujours dans la propriété du projet, nous avons des styles par défaut qui nous sont attribués par l'application QGIS qu'on peut redéfinir simplement. Vous voyez déjà ici le symbole pour les points. On peut définir un symbole uniquement pour les points et ce symbole sera par défaut. Par défaut, c'est un petit cercle comme ça, un petit rond qui vient. Maintenant, on peut décider de prendre des points qui représentent une capitale. On peut prendre des pentagones, on peut encore prendre des carrés pour représenter tout point par défaut. La ligne aussi, c'est pareil. On peut choisir des types de lignes par défaut. Ça peut être les lignes de construction, de route, par exemple. Ça peut être ces points-ci qu'on pourra choisir. Et là, si nous prenons cela de façon par défaut, toutes les couches qui auront la forme, en fait, toutes les couches
qui auront la forme d'une ligne seront appelés dans cette application QGIS avec le modèle par défaut que nous avons choisi. C'est aussi pareil pour les zones. C'est aussi pareil pour les zones, le remplissage pour les zones. On choisit et on définit. Même pour les palettes de couleurs, c'est aussi pareil. On peut choisir la palette que moi j'aime utiliser le plus dans mes travaux, le spectral. On peut définir cela comme notre palette de couleurs par défaut. Et là, ça reste automatiquement. Dès que c'est fini, on vient juste, on clique sur appliquer et la configuration est faite. Ne tenez pas compte ici, au niveau du symbole, de points, de lignes et de remplissage. Je n'ai rien fait. J'ai laissé ça par défaut selon l'application. Si jamais on a un serveur de base de données qu'on utilise, on vient, on valide, on renseigne les différentes informations du serveur pour nous connecter à cette base de données-là afin d'avoir accès à ces données. Mais si on n'en a pas, pas besoin de l'utiliser. Donc, voici pour ce qui concerne les quelques éléments des propriétés du projet. Après, dans ces propriétés, ici, on parle de composeur, nouveau composeur d'impression, qui n'est rien d'autre que des fiches, des nouvelles pages pour la mise en page que nous allons voir lors des réalisations des cartes quand on va arriver au niveau de la mise en page proprement parlée. Et aussi, nous avons les composeurs d'impression, composeur 1, qui sensiblement joue aussi la même chose que ce que je viens d'ouvrir tout à l'heure. Pour le sous-menu projet, et quand on veut quitter QGIS, on vient sur fermer et on quitte QGIS gentiment. Nous avons le menu éditer. Ici, vous voyez, tous ces éléments sont désactivés parce que nous n'avons pas une couche active. Nous en saurons beaucoup plus dessus lorsqu'on aura une couche appelée dans QGIS, plus précisément avec le module, la présentation de demain. Ici, c'est pour annuler une action, refaire l'action qui a été passée, couper les entités, copier les entités, coller les entités comme nouvelle couche, comme couche temporaire. Les couches temporaires ici, ce sont des couches qu'on peut utiliser dans QGIS pour le travail présent. Mais dès qu'on arrête l'ordinateur, on arrête l'application QGIS, on arrête l'ordinateur, cette couche disparaît. Elle ne s'enregistre pas, elle disparaît. Donc, pour pouvoir l'utiliser prochainement, il va falloir automatiquement l'enregistrer d'abord avant d'arrêter l'application QGIS et d'éteindre l'ordinateur. Sinon, elle va disparaître. Ajouter une entité, point, ajouter des cercles, des lignes, ajouter des arcs, des cercles, déplacer une entité de points, supprimer une entité, modifier les attributs, pivoter l'entité, simplifier l'entité. Ici, ajouter un anneau sur déjà une entité qui existe, on va ajouter un élément sous forme d'anneau, on va ajouter une partie de couche à une autre couche. On va remplir l'anneau qu'on vient d'ajouter dans la couche en question. On va effacer l'anneau, on veut effacer une partie de notre couche. On va remodeler les entités, décalage X et Y. Ici, lorsqu'on veut faire un décalage sur une entité en fonction des informations que nous avons, peut-être on nous donne une coordonnée d'une information après avoir projeté, on se rend compte que l'information ne se superpose pas exactement à l'endroit prévu ou encore à l'endroit localisé sur le terrain. Il va falloir donc faire un décalage. Ce travail s'est fait beaucoup plus lorsqu'on travaille avec des images, des données et des images satellitales. Parce que généralement, les coordonnées qu'on prélève avec le GPS nous donnent un décalage de 3 mètres. Ça, c'est la meilleure précision. 3 mètres.
Et avec des GPS au-delà de ça, on peut même avoir une précision de 1 mètre, voire même de 0,40. Donc, ça dépend de l'outil GPS que nous utilisons, de sa performance surtout. On veut séparer les entités, on veut séparer les parties. Séparer les entités, séparer les parties, c'est vraiment deux choses différentes. Et nous allons, en manipulant les couches, les voir ensemble dès demain. Fusionner des entités sélectionnées, fusionner les attributs des entités sélectionnées, outil de nœud. Dans l'outil de nœud, ici, on peut ajouter des nœuds, tout comme on peut supprimer des nœuds. Et les nœuds, ici, ce sont des points qu'on insère dans une couche pour pouvoir manipuler facilement la couche en question. Ou encore, on supprime cet outil pour réduire la taille ou la dimension de la couche en fonction déjà des dimensions chiffrées que nous avons, des superficies en fait, ou encore des distances chiffrées que nous avons. La rotation des symboles de points et symboles points décalés. Voici pour ce qui est de ces menus décalés et édités. Et tout ceci ne s'affiche pas de façon claire, ce sont en surbrillance, brillance, pardon, parce que nous n'avons pas de couche. Dès qu'on aura une couche et qu'on va l'activer, nous allons voir tous ces éléments-là activés. Menu vue. Au niveau de vue, nous avons se déplacer dans la carte avec cette main. Vous voyez un peu là, c'est cette même main-là. Je peux soulever là facilement, me déplacer dans ma carte. Je viens par exemple ici, quand je vais taper le Word, j'aurai la carte du monde si ma connexion est bonne. Ok, je voulais montrer la carte du monde avec ces petites manipulations. Cet outil permet de nous déplacer sur la carte, porter la carte, bouger de gauche à droite, en haut, en bas, afin d'avoir une bonne vue et faire facilement le travail. Déplacer la carte jusqu'à la sélection. Zoom plus, zoom moins la sélection. Ici, dans la sélection, nous avons plusieurs types de sélection. Nous avons sélectionné l'entité, sélectionné des entités avec un polygone, sélectionner des entités à main levée, sélectionner des entités selon un rayon, sélectionner à l'aide d'une expression, sélectionner des entités par valeur. On peut aussi désélectionner toutes les entités. Et on sélectionne aussi toutes les entités avec CTRL A, comme sur Word. On peut aussi inverser la sélection des entités. Identifier les entités. Ici, ça permet d'avoir des informations sur l'entité sélectionnée. Quand on a déjà sélectionné une entité, on prend cet outil-là, on passe sur l'entité sélectionnée et ça nous donne les informations. Ça peut être le nom, la superficie, la distance, la population totale, etc. La mesure, c'est pour prendre des distances telles que de longueur, de superficie, des aires, et puis l'angle. Le résumé statistique ici, c'est beaucoup plus dans la zone. Ça nous permet d'avoir la statistique de la zone de notre travail en intégrant les informations. Et comme nous n'avons pas de couche, il n'est pas possible de pouvoir faire ce petit exercice-là. Nous avons aussi le zoom sur l'emprise totale de la couche. Ça permet de redéfinir, de revenir à la zoom par défaut. Quand on a zoomé trop ou encore peut-être quand nous n'arrivons pas à avoir une bonne vue sur notre zone d'emprise, on clique sur l'emprise totale et du coup, on obtient ce qu'on veut. Après ce menu vue, nous avons des infobulles, de nouveaux signets, liste de signets, actualiser notre carte. Voici encore ce qui est important à savoir, les deux, si panneau et barre d'outils. Ici, au niveau de panneau, c'est lorsque nous voulons afficher certains éléments sur notre interface QGIS. Vous voyez, ici, nous avons couche, les couches qui sont sélectionnées, ordre de couche. Ici, il n'est pas besoin aperçu non plus, style de couche. Ici,
À droite de mon écran, vous allez voir style de couche, l'explorateur, non, explorateur 2, non plus statistique que je viens de cocher, je désactive. Par contre, au niveau de la barre d'outils, vous voyez tous les outils que j'ai là en haut, c'est parce que je les ai ajoutés. On peut les décocher. J'enlève par exemple la boîte à outils qui disparaît aussi automatiquement. Donc voici un peu ce qui est du rôle de ces deux éléments. Les couches, créer des couches. Au niveau des couches, on parle de créer des couches. Nous avons des nouvelles couches chez Faille, des nouvelles couches spatialites, des nouvelles couches GeoPackage, des nouvelles couches temporaires en mémoire. Comme je l'expliquais tout à l'heure, des nouvelles couches temporaires en mémoire, c'est le cas que je viens de prendre. On peut l'utiliser immédiatement et puis après, ça disparaît. Ces différents types de couches, nous allons les voir demain en utilisant notre donnée. Ici, on parle de préférence. Au niveau des préférences, nous avons la projection qu'il va falloir personnaliser. Ici, je suis dans la projection UTM. Par défaut, je suis dans la projection UTM zone 33 Nord. Il y a aussi la gestion des symboles, gestionnaire des symboles, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut prédéfinir les symboles à utiliser. Nous avons la configuration des raccourcis personnalisés. Il est question de personnaliser notre menu. On ne va pas perdre assez du temps sur ça. Par contre, au niveau des extensions, c'est lorsqu'il va falloir utiliser plus d'extensions au possible. Plus on avance dans l'utilisation des QGIS, plus on aura besoin de certains outils la, pour le travail. On peut avoir, par exemple, euh, on peut avoir, par exemple, au niveau d'extension, les dépôts d'extension. Je peux avoir, par exemple, le Open, le OSM Download, par exemple. J'étais en train de chercher l'extension pour ouvrir les images en ligne, pour ouvrir des images en ligne. Hum, Bon, on y reviendra probablement demain. Ce sont des extensions que j'ai installées, que j'utilise. Chacun a son rôle précis et me permet de faire le travail. Nous avons des vecteurs. Ça concerne des travaux uniquement sur des couches vecteurs. GPS, graphe de route, OpenStreetMap, outils de géométrie, requête spatiale, saisie de coordonnées, vérificateur topologique, analyse, outils de recherche. Ça, c'est pour faire des recherches sur une couche. Outils de G-traitement, on peut faire des intersections, on peut faire des différenciations, distance tampon, union. On peut dissocier la différenciation, la distance tampon fixe. On peut couper, on peut supprimer les débordements et les enveloppes, outils de G-traitement. Même chose, vérifier la validation, densifier les géométries centroïdes, outils d'analyse pour nous permettre de faire des analyses, des coordonnées moyennes statistiques basiques, analyse plus proche voisin, matrice de distance, statistiques basiques pour les champs numériques, liste de valeurs numériques, somme de longueur des lignes. Un racheteur a sensiblement ces mêmes informations, ces mêmes éléments-là, pardon, calculatrice racheteur, allier le racheteur carte de chaleur, parce qu'on fait une carte de chaleur pour une étude précise, le géoréférencement d'une carte, l'interpolation des données, l'analyse du terrain, ça peut être les pentes, l'exposition, l'ombrage, le relief, densité et rugosité, statistique des zones, les projections, assigner une projection, extraire une projection, la conversion, on va rediriger une information, c'est-à-dire des vecteurs, prendre une couche vecteur, transformer en une couche raster, vice-versa.
On veut extraire des contours, c'est-à-dire des courbes de niveau, ou encore découper ces contours-là. On peut faire des analyses, tamiser presque noir, remplir les valeurs nulles, à proximité l'interpolation modèle numérique de terrain. On peut aussi, dans les divers, construire un raster virtuel, fusionner, identifier des informations, construire des aperçus, index des tuiles, etc. Base de données. Là, c'est lorsqu'on va aborder cet outil-là, lorsqu'on va aborder, on sera appelé à travailler beaucoup plus sur les bases de données. Sur les bases de données. Attention. Pardon. Lorsqu'on va aller sur les bases de données. Internet, ici, c'est pour ouvrir des images en ligne et intégrer dans notre application et travailler avec. SCP, Semi-Automatic Convert Plugin. Ça permet de faire la classification des images. Traitement. Nous avons la boîte de traitement, boîte à outils de traitement dont j'avais parlé tout à l'heure. Le modèle de graphe historique, options, visualiser heures de résultats et ligne de commande. Cette ligne de commande, ça permet de taper des lignes de commande plus faciles et pour gagner en temps en termes de travail. Parce qu'il y a souvent, lorsqu'on travaille sur plusieurs choses à la fois, en intégrant ces lignes de commande-là, ça nous facilite d'exécuter certaines tâches et de pouvoir avancer plus rapidement que possible. Et il faut aussi ajouter que sur toute application, comme toute autre application, QGIS a aussi une aide pour pouvoir l'utiliser de façon plus aisée, avec des tables de matière, avec des documents concernant l'application, s'il y a un problème, besoin d'un support commercial, si l'on en a besoin, et la vérification aussi des versions à propos de QGIS, et même s'il faut sponsoriser QGIS dans l'avancée de ces travaux. Voici un peu de façon, je peux dire, basique, la présentation de la barre de menu là en haut. Après, nous avons ici en bas, au niveau de cette barre-là, nous avons les coordonnées qui se présentent ici, coordonnées géographiques. Il faut noter que ces coordonnées géographiques se situent à chaque fois que le pointeur, le curseur se présente sur un point précis. Vous voyez, plus je déplace mon point, plus ça me donne une coordonnée de là où j'ai mis mon point. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que cette coordonnée-là ne cadre pas avec une zone bien définie, avec une couche en fait bien définie. Alors, lorsqu'on aura une couche définie, on saura que ici, la coordonnée, si c'est pour tel point, et ça nous facilite aussi un accès aux données. Après la coordonnée, nous avons aussi l'échelle. L'échelle, ici, nous sommes sur 1/8 environ. On peut travailler, ça dépend de comment nous travaillons, 100 000, 250 000, l'échelle 1/250 000. La vue sera un peu trop touffue, on n'aura pas de détails sur l'information, aussi dépendamment de la taille de notre travail. Plus la zone de travail est réduite, plus l'échelle est grande. Maintenant, plus la zone de travail est trop vaste, plus l'échelle est petite. Et du coup, l'information n'est pas trop visible, donc il va falloir trop zoomer. Nous avons la loupe qui définit aussi notre vue et une rotation ici si on a besoin de faire la rotation. Concernant la projection, dont nous avons parlé tout à l'heure au niveau de la propriété, nous pouvons encore retrouver ce volet-là ici en bas, juste à droite de notre écran. On voit là système de coordonnées de référence actuel. On nous dit WGS84 à la volée. Je clique là-dessus. WGS84 World Geodesic System 84, l'année de création. C'est à la volée. C'est par défaut en fait. Maintenant aussi, lorsque je vais intégrer mes couches et que je vais vouloir définir celle-ci, je le ferai facilement. Et
Je le prends à la volée. Je ne suis plus à un système de projection, système de coordonnées, de référence n'est plus à la volée. On passe à un autre système qui est représenté là. Activer la projection à la volée, je la désactive et j'applique et je rentre. Donc, vous voyez ici, la projection à la volée est désactivée. Maintenant, après avoir donc présenté ces bas, nous avons aussi des petits messages de temps en temps que nous recevons lorsque QGIS bug, lorsque notre couche n'est pas appropriée, ainsi de suite. Ça nous laisse des messages pour nous informer et pour avoir donc plus de détails sur ces messages, il suffit juste de venir ici au coin inférieur et dérouler, voir ce qu'il y en est. Donc, voilà un peu de façon assez ce qui en est de l'interface ou encore de la prise en main de l'application QGIS. Wow. Mais est-ce que dans la compréhension, dans l'application, tout va pour le mieux? Sinon, c'est un peu ce Oui, qui est prévu vraiment, aujourd'hui. vraiment, Hein? c'est très, très clair. Moi, je ne m'attendais pas à comprendre parce que vraiment, c'est la première fois que, voilà, que je vais au travers d'un tel training. C'est vraiment clair. Merci beaucoup. Vraiment très intéressant.